Le silence était pesant dans la salle d'audience lorsque les parents de Tyler James Robinson ont éclaté en sanglots et se sont agenouillés pour implorer la clémence du juge pour leur fils. Ils ont demandé de renoncer à l'application de la peine de mort, bien que les actes reprochés à l'accusé aient suscité une grande inquiétude publique. Ces larmes et supplications désespérées ont ému toute la salle. Cependant, on ne savait pas si l'amour parental pouvait influencer la décision de la justice ou si le sort de Charlie était déjà scellé. Le 16 septembre 2025, une atmosphère oppressante régnait dans la prison du comté d'Utah. Les murs austères, qui avaient déjà été témoins de nombreuses procédures pénales, entouraient désormais une personne soupçonnée d'un acte susceptible d'avoir des conséquences politiques aux États-Unis. Tyler James Robinson, 22 ans, est accusé d'avoir attaqué l'activiste conservateur Charlie Kirk et comparaissait pour la première fois dans une affaire que les experts juridiques considèrent comme particulièrement importante. Lors de l'audience devant le tribunal du 4e district judiciaire de Provo, en Utah, la tension était palpable. Plusieurs rangées étaient occupées par des représentants des médias. La présentation de Robinson ne s'est pas faite en personne, mais par vidéoconférence. Il se tenait calmement contre un mur de béton, portant un gilet pare-balles noir, une image qui reflétait la gravité des accusations. L'attitude réservée de Robinson était particulièrement frappante. Pendant les quelques 12 minutes, il n'a presque pas prononcé un mot, à part la confirmation de son nom. Aucune émotion visible. Son attitude est restée factuelle et concise lorsque le juge Tony Graff Jr. lui a demandé de se présenter. La réponse a été brève et formelle. Ces quelques mots éteignent presque tout ce que Robinson a dit lors de l'audience, une séance qui concernait son avenir. Dans ses déclarations, l'accusation a dépeint une attaque violente à motivation politique, qui aurait été soigneusement planifiée, selon le procureur du comté d'Utah, Jeff Gray, qui a déclaré avoir retenu 7 chefs d'accusation, chacun étant lourd de conséquences. Les observateurs estiment que le matériel volumineux servira de base à la demande d'une peine particulièrement sévère. Lors de l'audience, l'accusation a officiellement déclaré qu'elle demanderait l'application de la peine de mort. La base juridique découle de l'accusation selon laquelle Robinson aurait intentionnellement causé la mort de Charlie Kirk tout en mettant d'autres personnes en grave danger. L'affaire relève donc de la catégorie des infractions particulièrement graves passibles de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou d'une peine de 25 ans à la perpétuité. Dans l'État d'Utah, la peine de mort n'est envisagée que dans des cas rares et particulièrement graves. L'accusation principale est maintenant celle de meurtre qualifié selon la loi de l'Utah, paragraphe 705-2 qui se réfère au 10 septembre 2025. L'acte d'accusation indique que l'accusé a intentionnellement ou au moins sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui rendent l'événement particulièrement grave. Selon l'acte d'accusation, Tyler James Robinson est non seulement confronté à l'accusation d'avoir tué Charlie Kirk, mais aussi à celle d'avoir mis une autre personne que la victime principale en danger de mort. Selon l'évaluation du tribunal, cela pourrait entraîner une peine très sévère. L'accusation allègue en outre que l'utilisation d'une arme à feu a non seulement entraîné la mort de Kirk, mais a également mis en danger d'autres personnes non impliquées, du point de vue du ministère public. Cela témoignerait du fait qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'une série d'actions planifiées dont les répercussions dépassent la souffrance individuelle. De plus, Robinson est accusé d'entrave à la justice. Il aurait tenté de dissimuler ou de se débarrasser de l'arme utilisée, ainsi que de se débarrasser de vêtements compromettants. Selon l'accusation, cela indique une tentative d'effacer les traces. Les chefs d'accusation sont aggravés par l'accusation de subornation de témoins. Robinson aurait demandé à un colocataire de supprimer des messages compromettants et de se taire auprès des autorités. De l'avis du ministère public,
cela témoigne de la conscience de la gravité des accusations et de la tentative de se soustraire à ses responsabilités. L'accusation selon laquelle les faits se seraient déroulés en présence d'un enfant de moins de 14 ans a suscité une attention particulière. Indépendamment de l'étendue exacte de la perception de l'enfant, le ministère public considère cela comme une circonstance qui souligne la dimension sociétale de l'affaire. Lors de l'audience, le procureur de district Jeff Gray a de nouveau souligné que l'accusation demandait la peine de mort pour le chef d'accusation de meurtre qualifié. Il a cité comme facteur aggravant important un éventuel motif politique ainsi que la mise en danger d'un enfant. Cette déclaration a été interprétée comme un signal clair que l'État est déterminé à réagir avec fermeté face à des actes graves qu'il considère comme une menace pour la sécurité publique. Au cours de la procédure actuelle, la dimension politique de l'affaire était évidente. L'accusation suppose que Robinson a pu agir en raison d'une opposition idéologique, ce qui, en cas de confirmation judiciaire, pourrait être considéré comme particulièrement aggravant. Dans le contexte des tensions sociales aux États-Unis, l'affaire est donc perçue non seulement comme une procédure pénale individuelle, mais aussi comme un avertissement contre la violence à motivation politique. Un moment marquant a été la décision du juge Tony Graff Jr. de rendre une ordonnance de protection pour la suite de la procédure, à la demande du ministère public. Il ne s'agit pas seulement d'une formalité juridique, mais d'une indication que toutes les étapes suivantes se dérouleront sous la surveillance attentive du tribunal. Une procédure sobre, mais nécessaire pour garantir la transparence et le respect de l'état de droit. Dans la partie suivante de l'audience, le tribunal a accordé une attention particulière à Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk. Le juge a clairement indiqué qu'il était strictement interdit à l'accusé Tyler James Robinson d'entrer en contact avec elle ou de la harceler de quelque manière que ce soit, car toute récidive pourrait entraîner des accusations supplémentaires. C'était un rappel clair. Quel rappel? La violence à motivation politique, même si elle est dirigée contre des individus, laisse des séquelles qui vont bien au-delà de la première victime et menace les personnes laissées pour compte. Lorsque le juge Tony Graff Jr. a pris la décision de maintenir Robinson en détention sans possibilité de caution, presque personne dans la salle n'a été surpris. Il a invoqué la gravité de l'affaire et le risque de fuite particulièrement élevé selon l'appréciation du tribunal, étant donné que l'accusé risque, dans le pire des cas, la peine de mort. Dans ce contexte, la détention provisoire est apparue comme la seule option viable pour garantir une procédure ordonnée. Si l'audience a déjà suscité des tensions, la description de l'arrestation, selon les enquêteurs, a dressé un tableau encore plus angoissant. C'est une histoire de technologie de surveillance moderne, d'insécurité nationale et d'une décision douloureuse d'un père qui a dû révéler une vérité à peine imaginable. Dans les 33 heures qui ont suivi la mort de Charlie Kirk, l'Utah a connu l'une des chasses à l'homme les plus urgentes et les plus vastes de son histoire. Plus de 500 agents ont été mobilisés, des fonctionnaires du FBI, des autorités fédérales et la police autoroutière de l'Utah. Ils ont fouillé les zones résidentielles, les routes et les forêts, s'appuyant principalement sur des traces numériques pour retrouver Robinson. Des pièces de puzzle éparses se sont assemblées pour former une image plus claire. Une vidéo de surveillance publiée par le FBI montrait, selon les autorités, Robinson en train de fuir le toit du Lowey Center, une salle de sport étudiante située à proximité. Les images esquissaient que la séquence. Une silhouette vêtue de sombre se trouvait sur le toit à 12h22 du midi, a vraisemblablement commis l'acte et s'est ensuite enfui vers le sud. La personne a jeté un objet qui ressemblait à un sac à dos, a sauté d'une hauteur de près de 15 pieds sur une corniche inférieure, a ramassé l'objet et a couru dans la forêt voisine. La précision et le rythme les scènes conclurent, du point de vue des enquêteurs, à une planification et non à une spontanéité. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a informé le matin du succès de la chasse à l'homme, mais les antécédents étaient plus complexes
que ne le laissaient entendre les premiers rapports. Dans la soirée du 11 septembre, selon les enquêtes, un membre de la famille de Robinson a pris contact avec les autorités de sa propre initiative. La personne a rapporté que Robinson avait avoué, ou au moins laissé entendre qu'il était responsable de ce qui s'était passé. C'était un tournant, l'instant où un père ou un proche devait choisir entre l'amour familial et la responsabilité envers la justice. La chronologie de cette journée a mis en évidence, selon les enregistrements, la préparation présumée. Une caméra a montré comment Robinson est arrivé sur le campus de l'Utah Valley University à 8h29 du matin avec une Dodge Challenger grise. Des vêtements discrets, un t-shirt bordeaux, un short clair, des chaussures claires et une casquette noire avec un logo blanc semblaient ordinaires, mais dans le contexte d'actions ultérieures, ils sont devenus des détails d'une image de détermination planifiée. Après l'exécution de son plan présumé, Tyler James Robinson est resté introuvable pendant plus de 3 heures. Les enquêteurs estiment que cette période a été utilisée pour préparer d'autres étapes. Lorsqu'il est réapparu à l'extérieur du campus à 11h49 du matin, il portait d'autres vêtements, une chemise bordeaux, un pantalon gris, d'autres chaussures, et avait une démarche claudicante. Des experts ont supposé plus tard que la démarche inhabituelle pourrait indiquer qu'il aurait caché, selon les enquêtes, des parties d'une arme longue démontée sous ses vêtements. C'est précisément ce détail qui a permis d'identifier Robinson sur les images de surveillance. Une autre étape importante dans l'enquête a été la saisie de l'arme. Le fusil a été trouvé dans un bois près de l'université, enveloppé dans un tissu qui, selon l'analyse, présentait des traces d'ADN de Robinson. Selon les enquêteurs, il ne s'agissait pas d'une arme quelconque, mais d'un fusil de type Musa modèle 99 de calibre 3006, une pièce appartenant à la famille. Ce lien a conduit les agents directement au domicile de la famille Robinson. Des proches ont rapporté que Robinson s'était de plus en plus intéressé à la politique au cours des dernières années. Un membre de la famille s'est souvenu d'un dîner, peu avant le 10 septembre, au cours duquel Robinson avait mentionné que Charlie Kirk allait venir à l'Utah Valley University. Alors que les forces d'intervention élargissaient les recherches avec des chiens renifleurs, des hélicoptères et des drones à infrarouge, les citoyens ont également participé avec plus de 11 000 indications. Une récompense de 100 000 $ a renforcé la dynamique de la chasse à l'homme. Néanmoins, aucune des indications n'a d'abord conduit directement à l'arrestation. Les enquêtes ont été étendues à l'ensemble de l'État. Dans la soirée du 11 septembre, la police a découvert, selon les informations, le véhicule de Robinson à St. George, à plus de 250 miles au sud du lieu du crime, abandonné. Cependant, le tournant décisif n'a pas été apporté par la technologie ou la force des troupes, mais par le tiraillement de la conscience de la famille. Vers 4 heures de l'après-midi, Mark Robinson, le père de Tyler et ancien shérif adjoint du comté de Washington, a reconnu le visage de son fils sur une photo de recherche en suivant les informations. Pour quelqu'un qui avait consacré sa vie professionnelle à l'application de la loi, ce moment a dû être un choc profond, admettre que son propre fils pouvait être lié à un événement qui a ébranlé le pays. La mère de Robinson a également décrit avoir immédiatement eu un fort sentiment de reconnaître son fils en voyant la photo. Au domicile familial à St. George, une conversation intérieurement déchirée a eu lieu entre le père et le fils. Robinson aurait reconnu à son père avoir été impliqué et aurait en même temps exprimé une grande peur d'être découvert. Dans l'agitation, il aurait parlé de sombres pensées sur lui et son avenir, une indication de désespoir et de crise psychique après les actes qui lui sont reprochés. À ce moment-là, Mark Robinson était confronté à un choix à peine imaginable entre la parenté et la responsabilité envers la justice. Avec l'instinct d'un ancien fonctionnaire,
Il savait que son fils devait se présenter à la justice afin d'éviter une fin encore plus tragique. Il a également contacté un pasteur, à la fois ami de longue date et ancien shérif adjoint, afin de coordonner avec les autorités fédérales la remise ordonnée afin que la présentation de soi se fasse pacifiquement et sans escalade. Finalement, à 21h15 le 11 septembre, soit 33h45 après l'événement, Robinson, son père et le pasteur sont entrés silencieusement dans le bureau du shérif dans le comté de Washington. Robinson a levé les mains, selon les informations des autorités, et s'est présenté sans incident. Le shérif Isaac Brooksby a confirmé cette présentation de soi sans heurte et a en même temps souligné. Robinson a exprimé de la peur. C'était la fin d'une chasse à l'homme tendu, mais le début d'un long chemin juridique conséquent. Cette solution pacifique contrastait fortement avec la violence décrite précédemment. Beaucoup, dont des représentants du ministère public, ont salué la famille de Tyler Robinson pour avoir choisi la voie de la coopération et l'avoir remise à la justice au lieu de risquer une nouvelle escalade. Cela a également modifié la perception publique initiale, selon laquelle l'arrestation était exclusivement due à l'intervention des autorités fédérales. En réalité, la décision éthique du père a été le véritable tournant. Paradoxalement, l'une des plus grandes chasses à l'homme UTS des dernières années ne s'est pas terminée par la technologie ou des tactiques sophistiquées, mais par la décision personnelle difficile d'un membre de la famille. Après l'arrestation, les preuves numériques ont été rapidement évaluées et ont dressé, selon les enquêtes, un tableau inquiétant de planification présumée et de motivation idéologique. Des messages privés entre Robinson et son colocataire Lance Twix sont devenus un élément important du dossier d'accusation. Dans ces échanges, Robinson a fait allusion à un plan qu'il nourrissait et a laissé une brève note qui a effrayé Twix. Du point de vue des enquêteurs, les messages suivants laissaient apparaître une froideur difficile à expliquer. Il a rassuré son colocataire et a en même temps fait des déclarations qui faisaient référence à ce qui venait de se passer. Lors de l'interrogatoire, Robinson n'a pas nié les faits, mais a ouvertement assumé la responsabilité, selon le procès-verbal. Cet aveu sobre a laissé une forte impression sur les enquêteurs, car il laissait entrevoir un lien inhabituel entre le calme extérieur et la gravité de l'acte qui lui était reproché. Il est particulièrement remarquable que, dans certains messages, Robinson ait souligné que son motif découlait d'oppositions idéologiques. Un point que le ministère public a immédiatement inclus dans le dossier comme indication d'un contexte à connotation politique. Parallèlement, Robinson s'est inquiété du fait que des preuves pourraient l'accabler. Il a fait allusion à l'abandon de l'arme et a craint la réaction de sa famille, ce qui a encore souligné la conscience d'une éventuelle culpabilité. Il était également frappant que Robinson ait tenté, selon les enquêtes, d'influencer son colocataire en l'incitant à supprimer les traces de conversation et à se taire auprès des médias et de la police. Ces instructions ont conduit à une accusation supplémentaire de subornation de témoins présumés. En s'appuyant sur des preuves matérielles et numériques, l'image d'une action planifiée avec une motivation idéologique s'est précisée, une base centrale pour l'argumentation de l'accusation dans les prochaines audiences. Le fusil était enveloppé dans un tissu sombre et présentait, selon l'analyse, des traces d'ADN de Robinson, conformément aux descriptions figurant dans les messages. Ceci est considéré comme un lien important entre le suspect et le lieu du crime. De plus, les douilles trouvées ont suggéré qu'il ne s'agissait pas d'un acte spontané, mais d'un événement à caractère idéologique. D'autres constatations ont étayé cette évaluation. Les enquêteurs ont noté que Robinson avait laissé des lignes et des messages écrits à caractère politique, un mélange d'ironie culturelle sur Internet et d'exacerbation difficile à calculer. Cela suggère que sa vision du monde
a été fortement influencé par les cours en ligne. Les activités numériques de Robinson avant l'événement ont également été mises en évidence. Dans les échanges en ligne, il s'est exprimé en partie en plaisantant, en partie en se vantant. Cependant, il a plus tard montré des pensées sur l'arme qui ont inquiété les autres. Un jour après l'attaque, Robinson a répondu aux questions, selon les enquêtes, sur un ton moqueur, ce qui a encore clarifié la distance entre sa situation émotionnelle et les conséquences réelles. La gestion de la communication par les autorités a également suscité des discussions. Avant que la présentation de soi ne soit officiellement confirmée, certaines déclarations publiques ont donné l'impression que la chasse à l'homme avait été couronnée de succès uniquement grâce aux forces fédérales. En réalité, selon des rapports ultérieurs, la décision de la famille Robinson a été la clé. Bien que les preuves numériques et les déclarations en ligne soient devenues un pilier juridique non moins important que les traces physiques. À une époque où presque chaque pensée laisse des traces en ligne, les messages de Robinson sont devenus les témoins les plus puissants contre lui-même. Mais la question plus importante demeure: comment un bon élève, ayant grandi dans une famille conservatrice aimante à Washington, dans l'Utah, a-t-il pu se retrouver impliqué dans un crime grave à motivation politique? Pour comprendre cela, il faut revenir aux racines, aux années de l'âge adulte, à l'influence de l'environnement et à un processus de radicalisation insidieuse dans l'espace numérique. Robinson est l'aîné de 3 fils. Il a vécu dans une communauté très unie, où les parents sont considérés comme assidus et croyants. La famille menait une vie ordonnée, les voyages, les activités dans la communauté et les étapes scolaires ont été partagées publiquement sur les médias sociaux. Avec des résultats scolaires exceptionnels, une moyenne parfaite et un résultat ACT dans le top 1%, Robinson a autrefois reçu des bourses prestigieuses et de grandes attentes l'accompagnaient. Cependant, son parcours à l'université a été rapidement interrompu et a bifurqué vers une formation dans le domaine de l'électricité. Et c'est précisément au cours de cette phase que la famille et les amis ont remarqué des changements difficiles à expliquer. Le début d'un changement que les procureurs décriront plus tard comme un processus de radicalisation. Les personnes qui connaissent Tyler Robinson depuis son enfance se souviennent de lui comme d'un élève exemplaire, poli et intelligent aux yeux de ses amis. Et pour ses amis, il était quelqu'un que les enseignants appréciaient, toujours ponctuel et assidu. Certains pensaient même que Robinson pourrait un jour devenir un entrepreneur ou un manager prospère grâce à son talent de leader. C'est pourquoi les accusations portées contre lui dans une affaire grave ont tous laissé sans voix. Dans les années qui ont suivi l'obtention du diplôme d'études secondaires, Robinson a changé sa vision de la société et de la politique. La mère rapporte que son fils s'est de plus en plus intéressé aux questions de justice sociale, a fait preuve de compassion pour les groupes vulnérables et s'est ainsi clairement distingué des positions de plus en plus conservatrices du père. De légères tensions idéologiques sont apparues dans la famille, par ailleurs harmonieuses. Selon les enquêtes, la relation de Robinson avec son colocataire Lance Twix, décrite comme un partenariat étroit, mais qui a également entraîné des différences de style de vie et de conviction, est également considérée comme une influence essentielle. Cette relation est devenue le point central de certaines divergences entre Robinson et sa famille. Un soir, avant les événements du 10 septembre, l'atmosphère tendue s'est révélée plus ouvertement. Robinson a mentionné qu'une personnalité politique allait prendre la parole à l'université locale et a exprimé une forte opposition. Cette conversation a ensuite été considérée par l'accusation comme l'un des signaux indiquant qu'il avait peut-être déjà réfléchi à ses actions auparavant. Parallèlement aux tensions familiales, le monde en ligne est devenu de plus en plus un terreau fertile pour le changement de Robinson. Après avoir quitté le campus, il a passé plus de temps sur le net, a participé à des forums, à des groupes de discussion fermés
et à des sphères de la culture nette peu modérées, et c'est précisément là, selon le gouverneur Spencer Cox, que Robinson s'est engagé dans un processus de radicalisation rapide. Les responsables s'inquiètent non seulement de ce cas isolé, mais aussi d'une tendance plus large, de l'interaction entre les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les forums en ligne et la culture des mèmes, qui influence insidieusement les jeunes et peut transformer un plaisir apparent en conviction dangereuse et ancrée. Debbie Robinson, la grand-mère de Tyler, avoue combien il lui est difficile de concilier l'image du petit-fils dont elle s'occupait avec les graves accusations qui sont maintenant portées contre lui. Pour elle, Taylor était un jeune homme peu enclin à prendre des risques, plutôt timide, qui n'avait jamais attiré l'attention en matière d'armes. Cependant, ce souvenir personnel contraste avec certaines photos de famille partagées plus tôt sur les médias sociaux, qui montrent Taylor adolescent, une fois avec un fusil lors d'une excursion, ainsi qu'une autre photo avec un sourire à côté d'une arme dans un stand de tir. L'arme pertinente dans l'affaire a été identifiée comme un fusil plus ancien, un héritage du grand-père. Un détail qui semble à la fois factuel et symbolique et qui suggère que Robinson aurait pu, selon le dossier, avoir soigneusement pesé ses décisions. Les documents d'enquête indiquent qu'il a passé des jours à se préparer. Reconnaissance du campus UV, observation des environs, puis disparition pendant plusieurs heures avant de revenir avec des vêtements changés et, selon les enquêtes, avec une démarche ophéligeune due à la dissimulation d'une arme démontée, des étapes qui indiquent une action planifiée. En même temps, les déclarations de la famille montrent l'effet accablant de l'événement. Les parents de Tyler, qui ont élevé leur fils dans un foyer stable et aimant, doivent faire face à la douloureuse réalité qu'ils l'ont eux-mêmes remise aux autorités. Le père, qui voyait l'apprentissage du tir comme faisant partie d'une tradition régionale dans l'Utah, est maintenant confronté aux conséquences lorsque des compétences apparaissent dans un contexte complètement différent. Alors que Robinson attend son procès, la question de la justice reste présente. L'accusation fait valoir que la dimension politique de l'affaire et le contexte d'un événement en présence d'enfants constituent des circonstances particulièrement graves qui doivent être prises en compte lors de la détermination de la peine. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à suivre notre chaîne et à cliquer sur l'une des tuiles à l'écran pour découvrir d'autres histoires.